sur Automobile Propre pour essayer l'Audi e-tron GT 60 Quattro, la cousine de la Porsche Taycan. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. L'Audi e-tron GT partage donc la même plateforme que la Porsche Taycan. Il s'agit d'une grande berline 4 portes qui fait 4,99 m de long, presque 5 mètres, pour 1,96 m de large et 1,40 m de haut, notamment sur cette version équipée des suspensions pneumatiques qui permettent de modifier la hauteur de caisse. Le modèle que nous essayons ici est une version donc GT Quattro 60, c'est le modèle d'entrée de gamme si on veut. Elle est équipée d'une peinture spécifique et de magnifiques jantes de 21 pouces facturées 1 500 € en option. Côté mécanique, on trouve deux moteurs synchrones à aimant permanent qui vont délivrer 475 chevaux, voire 530 chevaux en puissance en pic pour 640 Nm de couple. Et cette motorisation est associée à une batterie au lithium-ion qui va offrir 93,4 kWh de capacité brute, ce qui nous fait 83,7 kWh de capacité nette. Regardons le coffre de cette voiture de grand tourisme. Donc c'est une 4 portes, vous voyez, c'est pas un haillon, c'est une malle. C'est assez facile d'accès, mais c'est pas très haut. On a un petit double fond, mais c'est pareil, c'est assez mince. On peut rabattre les dossiers de banquette en 3 parties, ça c'est pas mal. Mais au total, on a 405 litres de volume, donc c'est quand même pas terrible pour une voiture de 5 mètres de long. Et on trouve aussi un coffre à l'avant, ce qui est très pratique. Alors pour l'ouvrir, c'est ici, dans la contre-porte. Ensuite, faut passer la main en dessous quand même, et un petit loquet. Et là, vous voyez, c'est quand même assez profond, on a 85 litres, ce qui permet de loger les câbles. Et ça, c'est indispensable sur un véhicule électrique. Installons-nous à l'arrière. Alors la porte est assez longue, donc on s'installe facilement, mais il faut quand même se baisser, ça reste une voiture de sport, donc très basse. Une fois installé, on est vraiment bien assis. Et sur cette version GT, contrairement à la version RS qui a un toit carbone, là on a un toit panoramique, donc ça offre beaucoup de luminosité, c'est très agréable. Et vous voyez, j'ai presque l'impression d'être le conducteur, j'ai un vrai siège baquet. En revanche, petit bémol, le tunnel central, donc même si on a une 3e ceinture, c'est plus une 4 qu'une 5 places. Allez, on passe à l'avant. À l'avant de notre modèle d'essai, on profite de magnifiques sièges baquets en cuir, mais on a l'option siège chauffant avant et arrière, donc ça c'est 1 000 €. Siège massant avant, ça c'est 900 €. Autre option très sympathique, la planche de bord en carbone, sublime, 1 500 €, ça fait mal. Et on a même les seuils de porte en aluminium éclairés à 600 €. Au niveau de la présentation, c'est Audi. Ça présente très bien. On a un univers bien différent de celui du Taycan. C'est vraiment un design spécifique à Audi. L'ergonomie est aussi différente. Alors je suis un peu moins fan, notamment de la manette à gauche pour le régulateur de vitesse. On a un petit écran, mais il est bien fait, c'est fluide. On a Apple CarPlay, Android Auto, tous les branchements nécessaires. On a même un chargeur à induction ici à l'intérieur du mini accoudoir. Alors en termes de rangement, évidemment, c'est pas un monospace, on est d'accord, c'est une GT, mais il y a ce qu'il faut pour poser ses affaires, et on a une boîte à gants qui est quand même assez profonde, et vous voyez, avec de la feutrine absolument partout, c'est impeccable, c'est Audi. Allez, en route. Allez, on est parti. Donc, marche arrière, ce qui permet de voir le radar de recul avec la caméra de recul. Alors c'est une caméra qui est très grand angle, donc c'est bien fait parce qu'on a une vue à 360, mais l'inconvénient c'est que c'est un peu déformé, donc il faut quand même vérifier dans ses rétros. Hop, marche avant, et c'est parti, en silence, dans les petites rues de Strasbourg. Donc on a un petit bruit de fond qui est généré par la voiture pour alerter les piétons qu'on peut paramétrer. Puis on a différents modes de conduite, vous voyez, avec le Drive Select ici. Donc j'ai Efficiency, Confort, Dynamique ou Individual. Mais je vais pas mettre le Efficiency en ville. Pourquoi ? Parce que en mode Efficiency, les suspensions pneumatiques rabaissent la voiture. Donc c'est pas terrible pour passer les dodanes en ville. C'est un peu un des défauts aussi de la Taycan. C'est d'ailleurs pour ça que Porsche a fait une version Cross Turismo qui est un peu plus haute. Alors vous voyez que j'ai des palettes au volant. Ça va juste me permettre de régler la réactivité du freinage. C'est-à-dire le moment où le freinage régénératif arrive. Donc on va toujours avoir un frein régénératif très léger sur cette voiture. Un peu trop léger à mon goût d'ailleurs.
c'est pas très marqué. Alors ça filtre bien les chocs, hein, puisque les suspensions sont quand même plus souples que sur une Taycan. Mais je trouve qu'en mode confort, c'est même un peu trop souple à mon goût. On accélère au feu. Hop. Et vous voyez, pour braquer, ça tourne tout seul. Le diamètre de braquage est de 11 mètres, mais parce que j'ai les roues arrière directrices, en option bien sûr. Sinon, c'est 11 mètres 6 le diamètre de braquage, ce qui reste très correct hein, pour une berline de 5 mètres de long. Allez, petite route de montagne en Allemagne. Alors ce qu'il y a de sympa en Allemagne, c'est que les petites routes larges comme ça, c'est 100 km/h. Et là, vous voyez, je suis en mode dynamique et tout de suite, je sens dans une grande courbe que la suspension est souple. Je vérifie, mais je suis bien en dynamique normalement. Ah non, je suis en confort. Voilà, là, ce sera mieux. Dynamique. Et c'est parti. Alors, c'est toujours plaisant d'avoir des freins, mais là, vous voyez, ouais, voilà, dans la courbe, ouais, elle est toujours trop souple. Là, on va voir. On va forcer un peu sur le train avant. Ah, ça élargit de l'avant. On a quand même un peu moins de train avant que sur un Taycan. Hein. C'est pas d'une agilité exceptionnelle. Par contre, on a du grip. Hein. Avec les pneus 305 de large, autant vous dire que ça accroche. 4 roues motrices. Ouf! Alors, les changements d'appui, vous voyez, avec la suspension qui est un peu souple, faut se méfier quand même. Le fait d'avoir des freins, c'est vraiment, vraiment plaisant. Rassurant, encore une fois. Mais vous voyez, elle prend quand même du roulis, ce qui est surprenant hein, pour une voiture aussi basse. On est à 2276 kg à vide. Donc c'est plus lourd qu'une Tesla Model S qui est déjà une belle baleine. Et si on compare avec une Tesla Model 3 Performance à 60 000 €, eh bien c'est moins agile et moins performant. Donc c'est une grand tourisme, hein. C'est pas une sportive pur jus. Et c'est moins incisif que la Taycan, mais c'est volontaire, hein, c'est une stratégie de groupe. Ça reste quand même plaisant, hein, soyons honnêtes. Mais bon, voilà, l'assistance de direction qui est plus légère, les suspensions qui ont été, à mon avis, trop assouplies, gâchent un peu la fête en usage intensif. Allez, on va prendre l'autoroute allemande A5, l'autobahn, avec des portions illimitées. Allez, on accélère à fond. Ça marche bien quand même. Hein. Je suis déjà à 183 km/h sur la première axelle. Donc, je vous rappelle que c'est illimité. Hein. J'ai le petit panneau blanc barré. Allez, là, ça se libère un peu. Pied au plancher, c'est parti. Ils annoncent 245 km/h de vitesse de pointe. Je suis déjà à 200. Ça va vite. 2,27, 2,36. Et on va prendre les freins tout de suite. Et le freinage, c'est top aussi. Hein. On est sur des étriers 6 pistons. Autant sur le 0 à 100, elle n'est pas trop impressionnante. Elle va être autour des 4 secondes, 4 secondes 4. Donc elle sera moins violente qu'une Tesla Model S grande autonomie qui va accélérer sur le 0 à 100 en 3 secondes 2. Mais par contre, en reprise sur voie rapide, wouhou, là vous voyez au-dessus de 150, ça bombarde. Donc là c'est 120, on va respecter les limitations de vitesse. D'ailleurs je vais utiliser le régulateur, c'est le moment. Tac. Et vous voyez, je suis pas très fan de l'ergonomie de cette manette derrière le volant. Je préfère avoir des commandes sur les branches. Donc j'ai un régulateur de vitesse actif hein, qui va me maintenir à distance, vous voyez, avec la petite Opel qui est devant. Alors pour activer l'aide au maintien de ligne, c'est sur un autre commodo, donc c'est pas très pratique non plus. Mais une fois qu'on l'a enclenché, par contre, ce régulateur de vitesse est vraiment top, bien mieux que celui de chez Tesla qui se déconnecte tout le temps pour un rien. Et en plus, l'autre avantage, eh bien, c'est qu'on a un affichage tête haute qui permet de bien réguler sa vitesse, de voir les panneaux sans quitter la route des yeux. Et ça, on l'a pas sur une Tesla. Alors j'ai eu l'occasion de rouler de nuit et on a un éclairage qui est exceptionnel. Le système d'allumage automatique des phares est aussi très bien fait, fonctionne à merveille. J'ai pu le tester quand même sur 500 km. Sur long trajet, on apprécie aussi et surtout sur cette voiture l'insonorisation. C'est extrêmement silencieux, que ce soit en termes de bruit de roulement, de bruit d'air. Et là, sur mon modèle d'essai, j'ai pas de double vitrage, mais franchement, ça reste exceptionnel. Et ça prouve une fois de plus la qualité de fabrication allemande comparée à la Model S, qui reste perfectible sur ce point-là.
Alors, sur autoroute à 130, si c'est plat, vous en tirerez pour 26-27 kWh au 100. Vous serez autour de 300 km d'autonomie sur autoroute. En ville, ce sera difficile de descendre en dessous de 20. Là, moi, sur 587 km, une moyenne de 56 km/h, je suis plutôt à 30,5 kWh au 100 de consommation moyenne. Ça reste quand même beaucoup plus gourmand qu'une Tesla Model S, qui va offrir plus de 600 km selon les normes WLTP, alors que là, on est à 488. Et encore, si on n'a pas les jantes de 21 pouces et qu'on n'a pas une voiture bardée d'options comme la mienne. Mais l'avantage quand même, c'est qu'on commence à avoir pas mal de bornes Ionity et surtout, cette voiture fonctionne en 800 volts et donc elle recharge très vite. Et nous voici sur une aire de recharge Ionity où on a des bornes en courant continu qui peuvent envoyer jusqu'à 350 kW. Et notre e-tron GT accepte jusqu'à 270 kW. C'est une des plus rapides vitesses de charge du marché actuellement avec la Porsche Taycan. Maintenant, moi, pour faire mon Paris-Strasbourg, je me suis arrêté 2 fois 10 minutes. Une fois à Reims, une fois à Metz. Et ça a été impeccable. Ça fait 2 heures et pipi. Donc, on peut bien voyager avec ces véhicules électriques en 2022. Côté tarif, eh bien, ça commence à 122 000 € cette e-tron GT puisqu'elle n'est disponible qu'en version Quattro, contrairement à la Taycan qui est accessible en version propulsion à partir de 90 000 € environ. Et si vous prenez mon modèle d'essai avec toutes les options, on est à plus de 140 000 €. Donc là, ça fait vraiment très très mal, puisque sur une Model S, on va être à partir de 90 000 € sur une grande autonomie qui offrira tous les équipements. Maintenant, l'image de marque d'Audi et la qualité de fabrication allemande ont sans doute un prix, mais il me paraît un peu élevé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobilepropre.com et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.